Le marketing, c'est bien, mais les projets sportifs, c'est quand même un petit peu mieux. Et ça, le Bayern s'est bien chargé de le rappeler au Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions. Le club de la capitale française a été éliminé ce mercredi 8 mars 2023 en Ligue des Champions par le Bayern de Munich. Et il faut se le dire, c'est une véritable révolution dont le club parisien a besoin. J'aimerais donc vous partager mon mercato parfait pour relancer ce Paris Saint-Germain-là. Je veux donc vous montrer comment moi je changerais les choses si j'étais un dirigeant du côté du PSG. Pour faire simple, on va commencer par la tête de ce club, Nasser Al-Khelaifi. Ça fait maintenant 11 ans qu'il est là, il n'y a absolument aucune remise en question de la part de cet homme-là. Je ne peux pas non plus dire qu'il a fait que des mauvaises choses, ce serait exagéré de ma part, il a fait des choses intéressantes. Par contre, ce club ressemble de plus en plus au Club Med, où une république des joueurs dure depuis beaucoup trop de temps selon moi. Donc il faut arrêter les frais. De toute façon, sur le plan marketing, on est l'un des clubs les plus influents du monde. Maintenant, il faut penser un peu plus sportif. Et pour entamer un nouveau cycle dans ce vestiaire de star, je prendrai pour ma part un entraîneur de renommée internationale. C'est Zinedine Zidane que je placerai en tant que manager. Je verrai donc le duo Campos-Galtier qui nous a clairement montré ses limites cette saison. En ce qui concerne Christophe Galtier, premièrement, il n'a pas su répondre aux attentes tactiques et s'est fait sauter en huitième de finale de Coupe de France tout d'abord et par la suite de Ligue des Champions il y a 4 jours exactement à l'heure où je tourne cette vidéo. Il gagnera certes le championnat, on a maintenant 10 points d'avance sur l'OM et a gagné aussi en début de saison le trophée des champions, mais c'est le minimum qu'il doit faire en étant dans un club aussi puissant en France. Faut quand même arrêter les conneries. Et puis Luis Campos qui lui nous a fait un recrutement l'été dernier digne d'un club comme Valence ou Retafe. Hormis les bons coups, Mukiele et peut-être Vitinha, je vois aucune inspiration dans les autres coups de l'été dernier. J'y ai cru naïvement dans la vidéo que je vous ai faite vers octobre si je me trompe pas, mais il faut se le dire clairement que le groupe s'est vraiment affaibli par rapport à l'année dernière. Et j'oublie pas non plus le non-mercato effectué cet hiver où il y a eu non seulement un départ Montpellier, en l'occurrence celui de Sarabia, donc on s'est en plus affaibli, mais qu'il n'y a même pas eu de défenseur central, le défenseur central qu'on attendait tous, qui était en l'occurrence, je pense, à Milan Skriniar. Je vois beaucoup de gens qui le défendent, mais pour moi, il y a vraiment trop de fautes en un an, et je pense vraiment pas qu'il pourrait répondre en plus aux exigences technique et psychologique de Zinedine Zidane, qui est pour moi le coach idéal pour remplacer Galtier. Vous aurez ma vidéo sur mon avis sur Zinedine Zidane en barre de description et que vous pourrez trouver aussi sur ma chaîne YouTube. On procédera sur Mercato donc poste par poste. Je baserai mon schéma de jeu autour d'un 4-3-3. De toute façon, c'est celui que Zinedine Zidane utilise le plus souvent. Je vous dirai donc qui doit partir ou qui doit rester. Ensuite, je vous afficherai la compo que je mettrai avec toutes les recrues alignées. Et je vous le dis d'avance les amis, personne ne sera épargné. Donc tous les fans de joueurs qui suivent un club pour un joueur, veuillez vous abstenir parce que sinon je pense que vous finirez sous respirateur. Allez, vamos. Bon, on commence tranquillement maintenant avec les gardiens de but. Alors on a Gigio Donnarumma, Keylor Navas qui reviendra de près en provenance de Nottingham Forest, Sergio Rico et Alexandre Letellier. Alors de tout ce beau monde, moi je garde que Gianluigi Donnarumma et Sergio Rico. Alors Donnarumma nous a pas sorti sa meilleure saison, il faut se le dire, mais il est resté tout de même très correct cette saison et je lui referai confiance pour une troisième saison, voilà. Et puis si on avait des moyens illimités, je pense que j'aurais pris un meilleur second gardien parce que je trouve que Rico c'est un petit peu léger, mais là on a des postes beaucoup plus prioritaires, donc j'éviterai d'épargner de l'argent un peu n'importe comment et je garde donc ce bon vieux Sergio Rico en second gardien. En ce qui concerne Keylor Navas, vous connaissez mon avis sur la situation entre lui et Gianluigi Donnarumma. Vous avez de toute façon ma vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Il faut, je pense, qu'on lui libère. Voilà, merci pour tout Keylor, mais l'avenir ne s'écrira malheureusement pas avec toi. Je permets donc à l'international costaricien de se trouver un club. En ce qui concerne Alexandre Letellier, il lui restera un an de contrat. Bon, je tiens pas spécialement à avoir un troisième gardien. J'ai jamais compris pourquoi il fallait un troisième gardien, autant faire jouer un jeune. Bon, si on peut s'en séparer, ce serait pas si mal, mais si on peut pas, c'est pas grave, hein. Ça reste un très grand professionnel qui fait pas de vagues et pas d'histoire, donc ça ne me dérangerait absolument pas. On enchaîne maintenant par un sujet très épineux, la défense. Alors nous avons El Shaddai Bichiabou, Marquinhos, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe qui est out jusqu'à septembre, Juan Bernat, Nordi Mukiele, Abdou Diallo qui reviendrait de près en provenance du RB Leipzig, Colin Dagba qui a été lui aussi prêté du côté de Strasbourg cette année, et Levin Kurzawa qui lui aussi a été prêté du côté de Fulham, et aussi Milan Skriniar qui sera normalement parisien la saison prochaine, qui débarquera donc libre en provenance de l'Inter de Milan. Commençons par le commencement. Alors je garde en premier El
Shadaï Bichabou, qui aura pour moi un rôle à jouer dans cette fin de saison et lors des 2 premiers mois de la saison prochaine en l'absence de Presnel Kimpembe, comme je vous ai dit récemment, en défense centrale. Il n'a certes pas toujours été très rassurant, je me rappelle de sa bourde face à Monaco, avec ses nombreuses erreurs de concentration, mais ça reste un très jeune défenseur qui a en plus mon âge, bon, même si c'est un 2005 et moi je suis en 2006, il a 17 ans, j'en ai 17 aussi, mais il a malgré son 1m94 une belle qualité balle au pied, qui saute aux yeux quand même, et c'est pas le défenseur le plus spectaculaire qui soit, il faut se le dire, mais il est souvent bien placé pour récupérer le ballon au bon moment. Il a une très belle qualité de passe et je pense qu'il peut gommer toutes ses erreurs de concentration en jouant tout simplement. On évoque le gros du sujet et là je pense que ça va faire grincer des dents à certains, mais c'est pas grave, ça reste mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est Marquinhos qui pour moi est en stagnation totale du côté du Paris Saint-Germain. Ça reste un excellent défenseur certes. Alors dans la vidéo que j'ai faite sur le Capitana, j'ai extrapolé volontairement en disant qu'il n'avait plus sur le mois le niveau du Paris Saint-Germain, mais c'était fait volontairement pour dire que pour moi il fallait qu'il parte tout simplement. Mais pour moi c'est un peu le même cas que celui de Marco Verratti que je vais allumer tout à l'heure et c'est vraiment pour moi ce genre de joueur qui n'a jamais été piqué dans son orgueil après toutes ces désillusions de vécu, qui est un peu trop dans son confort, qui n'a aucun mental, aucun leadership. Ce mec là pue la loose depuis qu'il est là. Il a certes fait de très grosses performances, hein, je ne le nie absolument pas, mais globalement t'as trop d'échecs, t'as trop de déceptions pour continuer avec lui, donc je vais sans trop de surprise, après tout ce que je vous ai dit, m'en séparer cet été, qu'il se relance ailleurs. Voilà, merci pour tout Marquis, et on lui souhaite bien évidemment, et on lui souhaitera bien évidemment s'il part, hein, parce que ça reste mon mercato parfait, je sais pas si le club fera ça, une bonne continuation. En ce qui concerne Sergio Ramos, bon, je pense qu'on est tous unanimes à son sujet. On ne le prolonge pas, bien évidemment. J'ai même pas envie de passer mon temps là-dessus et d'épiloguer sur son sujet. Il a fait une première saison quasiment blanche avec une seulement quinzaine de matchs joués. Ensuite, il a fait une seconde saison qui a été beaucoup mieux sur le plan physique, il faut se le dire, certes, mais qui sur le plan sportif a été catastrophique, hein. Je me rappelle encore de ses glissades face à Lens ou même face à Rennes où il s'est fait balader face à des gamins où il n'a pas su faire une seule différence. C'est pour moi une légende du football exceptionnel, hein, franchement, voilà, faut se le dire, et peut-être le meilleur de tous les temps à son poste, mais il est clairement cuit pour le très haut niveau. En plus, c'est une pompe, vraiment un salaire de fou. On enchaîne avec Presnel Kimpembe. Alors j'aime beaucoup Kimpembe, hein, c'est le Titi, l'homme a l'air aussi très sympathique, on se rappelle tous de toutes ses stories Insta lors de la Coupe du Monde 2018 avec sa baffe où il mettait une bonne ambiance dans le groupe. Je vais donc être assez radical à son sujet, je trouve que depuis son fameux match contre le Barça en 2017, il stagne complètement, il n'a pas progressé, il n'a ni régressé, mais je trouve que depuis ses débuts, il n'y a pas de réelle progression, il n'y a pas non plus une énorme baisse de niveau pendant plusieurs saisons. Je le trouve autant déconcentré sur certaines actions quand il joue. Je trouve vraiment qu'il manque de métier à ce poste-là. J'ai toujours l'impression qu'il joue comme un espoir. C'est assez particulier, donc je ne le vends pas parce que je trouve que dans la construction d'un effectif, avoir un joueur, voire plusieurs joueurs issus de la formation, je trouve que c'est essentiel pour l'homogénéité d'un collectif, pour faire en sorte de montrer l'exemple, comme ce qu'il avait fait après le match contre Monaco dernièrement. Mais je le déclasse pour moi, se reposer sur un joueur en stagnation et en plus pas fiable, on le voit cette saison, c'est pas un projet et je pense que cela ne le sera jamais. Sur le cas Juan Bernat, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est ciao, voilà. J'essaierai de lui trouver une porte de sortie à l'Espagnol qui n'a jamais su retrouver son niveau depuis sa grosse blessure au ligament contre moi. Je garde néanmoins Nordi Mukiele, qui est une des seules satisfactions de ce mercato ubuesque de l'été dernier de la part de Luis Campos, qui lui est polyvalent. En plus, il peut évoluer en défense centrale comme en latéral à ces postes-là, je l'ai toujours trouvé très bon. Donc je le garde Mukiele dans ce nouveau projet. Je vends cependant Abdou Diallo qui pour moi a un très gros potentiel et je pense pas qu'il voudra être remplaçant dans ce nouveau projet. Il peut encore se relancer, il a fait une belle Coupe du Monde avant sa blessure, mais son problème est là justement, c'est qu'il n'est vraiment pas fiable d'un point de vue physique. Je permets donc à l'international sénégalais de se trouver un club. Je ne garde pas non plus Colin Dagba. Alors Dagba c'est un jeune joueur qui a pour moi vraiment cassé, à qui on a vraiment cassé sa progression au pire des moments, où il avait fait une assez belle campagne de LDC, l'année où le Paris Saint-Germain va en demi-finale de Ligue des Champions en 2021, et puis il y a eu l'arrivée d'Achraf Hakimi, et puis plus rien, il s'est contenté de miettes au niveau de temps de jeu, et lui aussi, en plus, c'est très souvent blessé, donc il n'est lui aussi pas fiable. J'essaierai de le vendre ou au pire de le reprêter à un club de Ligue 1 s'il n'y a pas preneur, et puis de toute façon, il y aura, je pense, Pembele et même Mukiele pour doubler le poste d'Achraf Hakimi, donc je pense que c'est très bien, il n'y a pas besoin de se renforcer à ce poste-là. Kurzawa, bon, pour les anciens de la chaîne et même pour voilà, tous ceux qui suivent le Paris Saint-Germain, je pense que vous connaissez mon avis sur lui. Hein, ça dégage bien évidemment résiliation à l'amiable, on essaiera de trouver un arrangement
franchement, hein, le Tupac d'AliExpress n'est plus un joueur de foot depuis 7 bonnes années. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite sur lui l'été dernier, elle est disponible dans ma chaîne YouTube et elle sera disponible aussi en barre de description. Vous pourrez enchaîner après si vous le souhaitez. D'ailleurs, je poursuivrai, je pense, cette série #GAD, donc joueur à dégager. Hein. Encore bravo à Leonardo, par ailleurs, qui lui a prolongé son contrat de 2 saisons après avoir fait un très beau match contre le Barça. C'était encore une très très belle idée. Pour remplacer Marquinhos, je vais tout d'abord chercher un joueur très très fort en Ligue 1, Jean-Claire Todibo de l'OGC Nice, qui est sous contrat avec le club des Aiglons jusqu'en juin 2027 et qui est coté aux alentours de 20 millions d'euros sur Transfermarkt. C'est pour moi actuellement, j'ai pas peur de le dire, le meilleur défenseur central de Ligue 1. Il a à peine 23 ans, je pense qu'il est vraiment pas loin, mais vraiment pas loin d'arriver à son prime et je pense qu'il rentre parfaitement dans le cahier des charges, dans ce que recherche Campos s'il reste. Hein. Et le Paris Saint-Germain actuellement, il est français, il est jeune, il connaît parfaitement le championnat de France, il a progressé et il produit des performances de très haute volée depuis de bonnes saisons du côté de Nice. Même quand ça allait mal du côté des Aiglons, il était l'un des seuls à vraiment surnager dans cette équipe et c'est vraiment ça ce qui me plaît chez lui. Et puis je pense qu'il n'est même pas arrivé à son prime, donc il pourra continuer d'apprendre le métier aux côtés vraiment d'un patron comme Milan Skriniar, qui je pense arrivera du côté du club parisien l'été prochain. Je vais donc chercher pour concurrencer ces deux défenseurs centraux, Todibo et Skriniar, Axel Disasi de Monaco, qui est lui coté aux alentours de 17 millions d'euros sur Transfermarkt. Il lui restera 2 ans de contrat à partir de l'été prochain. Je pense qu'on pourra aller le choper. C'est un pur parisien qui vient de jeunesse et qui je pense sera très content de se choper un très joli contrat du côté du club du Paris Saint-Germain. Il a lui été un peu la dernière roue du carrosse du côté de l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. Hein. Mais du côté de Monaco, c'est vraiment le taulier de la défense monégasque. À chaque fois que je le vois jouer et à chaque fois qu'il joue contre le club parisien, je le trouve juste impressionnant. Il est très agressif sur le porteur du ballon, il a une belle qualité de tacle glissé, il a aussi une belle pointe de vitesse, il me fait un peu penser à Raphaël Varane. Bon, je dis pas qu'elle a la même vitesse, faut pas déconner, mais elle a aussi une belle qualité de vitesse. Il y a juste pour moi sa qualité balle au pied que je trouve pas vraiment reluisante, mais bon, on met ça de côté puisque la première chose qu'on demande premièrement à un défenseur est de bien défendre et il le fait très bien, basta. Et puis pour apporter de la concurrence à Nuno Mendes, j'ai eu l'inspiration, j'étais sur FIFA tout à l'heure et franchement j'ai pensé à ce jour-là, j'irai chercher un joueur que moi personnellement j'admire énormément et que franchement je pense que ce serait un très bon coup puisqu'il est en fin de contrat l'été prochain. C'est Alejandro Grimaldo du Benfica Lisbonne qui sera en plus, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fin de contrat en juin prochain. C'est un joueur que je vois jouer chaque année en Ligue des Champions avec le club lisboète et chaque année je me demande comment ça se fait qu'il ne joue encore qu'au Benfica. Sans manquer de respect à mes amis portugais, je le trouve tellement mais tellement sous-coté et à chaque fois qu'on évoque les meilleurs latéraux gauche du moment, on l'oublie systématiquement. Je vois vraiment pas ce qu'il a à envier à d'autres latéraux, d'autres championnats aussi performants que lui. Je le prends donc non seulement pour la concurrence, mais aussi pour apporter une meilleure solution si Nuno Mendes est blessé. En plus, je pense qu'il a à peu près le même profil, même si défensivement, je le trouve un petit peu plus rugueux que l'international portugais. Ou si Nuno Mendes est suspendu, je pense que franchement, ce serait une bonne idée, ce qui a souvent été le cas en plus cette saison. Je ne l'oublie pas. On passe à, je pense, la partie la plus longue de cette vidéo, le milieu de terrain. Alors nous avons Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Warren Zaïre-Emery, Renato Sanchez, Carlos Soler, Wijnaldum qui je pense reviendra de près en provenance de l'AS Roma, et puis Paredes qui est lui prêté du côté de la Juventus de Turin. Je regarde pas beaucoup de ces milieux-là, je regarde que Verratti, Vitinha, Fabian Ruiz et Danilo Pereira. En ce qui concerne ceux que j'aimerais faire partir, on commence avec le plus évident de cette liste, Renato Sanchez. Grosse déception Renato Sanchez. J'ai l'impression que ce n'est même plus un joueur du PSG. Il n'a même pas fait ne serait-ce que 15 matchs avec le club parisien, ce qui est beaucoup trop peu pour ma part. On le savait qu'il avait des problèmes physiques en son arrivée, on le savait tous, on n'est pas dupe, mais on ne pensait pas que cela serait aussi dramatique. Je pense qu'il y a clairement un manque de professionnalisme de la part de l'international portugais et on peut vraiment pas continuer avec ce genre de joueur-là, on n'ira nulle part. Merci pour tout Renato Sanchez, ou pour rien d'ailleurs, mais l'avenir ne s'écrira malheureusement pas avec toi. On enchaîne avec une autre grosse déception de cette saison, pour moi c'est Carlos Soler. Alors j'en ai déjà assez parlé dans mes débriefs respectifs ou dans la vidéo que j'ai faite avant le match aller face au Bayern, où je vous avais fait part de mes inquiétudes et où je vous avais dit que je n'attendais plus rien de cette équipe pour le reste de la saison, ce qui s'est confirmé mercredi dernier avec un enfoutisme incroyable. Mais pour en revenir sur Carlos Soler, j'ai vraiment pas envie de dire que ce joueur est mauvais parce que je connais des supporters de Valence qui m'ont dit que c'est un très bon joueur qui est vraiment doté d'une grande vision du jeu, qui a une bonne frappe de balle, qui est aussi ultra polyvalent et versatile et très travailleur au milieu de terrain. Donc j'en attendais beaucoup forcément de sa part à son arrivée et j'ai vraiment été sur cette saison très déçu de son rendement, avec aussi peu de courses, avec aussi peu de ballons touchés, avec aussi peu de prise d'initiative. L'international espagnol a su parfaitement suriner
le jeu soporifique de Wijnaldum cette saison. Et pour moi, c'est le pire recrutement de cette saison de l'ère Campos Galtier. En ce qui concerne Wijnaldum, on y revient. Je pense que tout a été dit sur lui. Franchement, j'ai même pas besoin d'épiloguer à son sujet comme ce que j'ai fait sur Sergio Ramos récemment. Il arrive sur la fin, il a un très gros salaire. Il s'était fait une grosse blessure en début de saison, si je me trompe pas, avec la Roma qui lui avait coûté la Coupe du Monde. Il arrive sur ses 34 ans. Il revient de près. Je pense que le garder serait une bonne solution. Selon moi, la bonne solution serait de tout faire pour s'en séparer définitivement. Résolution de contrat, transfert à 0 dans un championnat du golf ou dans un championnat exotique ou en MLS. Mais clairement, il est vraiment cramé pour le très très haut niveau. Merci pour rien, Wijnaldum. Au revoir. Alors, on y revient sur le sujet Marco Verratti. Alors, c'est un sujet épineux, celui de Marco, comme celui de Marquinhos. D'ailleurs, ce sont ce genre de joueurs qui, par je ne sais quel miracle, échappent sans cesse à la critique sur ces dernières années, alors qu'ils ont vécu tous les deux la plupart de nos échecs en Ligue des Champions. Vous allez me dire qu'ils ont aussi connu le feu sacré avec le Final 8 et même la demi l'année d'après. Ce qui est vrai, mais depuis qu'ils sont là, il y a trop d'échecs, il y a trop de déceptions pour que l'on puisse de nouveau passer un cap avec eux. Et je trouve que ce sont des joueurs qui incarnent l'image du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, cette image de la loose, de la fébrilité mentale. Et si on veut enfin grandir, enfin changer de cycle et enfin passer un cap en Ligue des Champions, ça passera par un ménage, comme ce que je vous ai dit en début de vidéo, et donc par un départ de ces deux joueurs-là. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, Verratti est invendable. En plus, on lui a prolongé jusqu'à la nuit des temps, donc je pense que c'est mort. Donc il est temps pour moi de déclasser Verratti, puisqu'on s'est appuyé sur lui pendant longtemps, ça n'a pas marché, basta. Le Paris Saint-Germain a maintenant besoin de joueurs fiables mentalement et physiquement. On a trop perdu de temps et on mettra Verratti à la place qu'il mérite, c'est-à-dire sur le banc. Sur le cas Léo Paredes, je pense que je vais en choquer plus d'un, mais c'est pas grave les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait comme d'habitude extrêmement plaisir. Mais c'est un joueur que je vendrai pour ma part, c'est un mec que je trouve très irrégulier, qui n'arrive pas du tout à garder la même vitesse de croisière sur toute une saison, ce qui est vraiment problématique pour un club qui se verrait sur le toit de l'Europe un jour, il faut se le dire. Mais s'il reste en tant que joueur de complément, à condition que un du trio Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz dégage, moi ça me dérangerait vraiment absolument pas. En ce qui concerne Warren Zaïre-Emery, je ne serais vraiment pas contre, mais vraiment pas contre à ce qui reste, parce que pour moi, et c'est mon avis, pour moi, unpopular opinion sur l'ensemble de la saison, c'est le meilleur milieu parisien. Mais je pense qu'avec la masse salariale qui est conséquente, il faudra la libérer, non pas vendre Warren Zaïre-Emery, absolument pas, mais je pense que le prêter 2 ans à un bon club de Ligue 1 par exemple, pour qu'il continue de grandir et pour qu'il continue de gagner en maturité, et puis je pense que vu son potentiel et vu son salaire moindre, ce serait plus facile de le faire partir lui plutôt que d'autres. Je pense vraiment à faire à contre-cœur, parce que j'aimerais vraiment l'installer dans ce milieu de terrain, mais vu les longs contrats que l'on a donnés à Vitinha et Ruiz, je doute que cela a été fait pour que l'on se débarrasse une saison plus tard. Et s'il y a des clubs intéressés par un prêt contenant une option d'achat ou un achat sec, je refuse et je l'installe définitivement dans la rotation de ce milieu. J'essaie de me séparer d'un du trio Verratti, Vitinha, Fabien Ruiz. Je n'accepterai jamais à ce que l'on se sépare d'un tel talent. En plus, j'ai un attachement particulier avec lui parce qu'il fait partie de la même génération que moi. C'est un 2006, il est né le 8 mars, moi je suis né en janvier, donc il fait partie de la même génération. Pour remplacer tout ce beau monde-là, j'irai chercher forcément, pour moi en tant que suiveur et en tant qu'amateur de la Bundesliga, Florian Wirtz du Bayer Leverkusen, un joueur que je trouve absolument magnifique, qui a presque à lui tout seul marché sur l'AS Monaco en Europa League dernièrement, dans la très belle équipe de Xabi Alonso. Il a à peine 19 ans, il s'était fait les croisés il y a quelques mois, et il est revenu à un très gros niveau. Je pense que pour progresser, il devrait être entouré de champions et d'un grand entraîneur comme Zinedine Zidane, et je pense qu'il pourra faire très mal. Il est coté aux alentours de 70 millions d'euros sur Transfermarkt. Je pense qu'un petit échange avec un Draxler ou même un Soler pourrait un petit peu faire baisser le prix, sinon je mets l'argent directement, parce que croyez-le moi qu'il va le rendre sur le terrain. Alors je vais chercher un autre milieu que je pense que tout le monde a quasiment oublié, qui est toujours aussi impérial du côté du championnat italien, du côté de la Serie A, c'est Milinkovic-Savic. C'est un mec avec un énorme mental qui ne flanche pas, un gros caractère. Ce qui manque énormément dans cette équipe depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic. Il sera, je pense, être le leader de cette équipe, mais Milinkovic-Savic, c'est pas que ça, sinon autant garder Sergio Ramos. Il a aussi des qualités techniques et physiques énormes. Malgré son 1m91, il n'est vraiment pas mauvais avec le ballon, il sait se projeter vers l'avant et distiller, distribuer de bonnes passes, qu'elles soient à terre ou lobées. Il a aussi cette taille que l'on recherche au milieu de terrain depuis très longtemps. Il a aussi une belle qualité de frappe, il a 28 ans, il est l'un des meilleurs milieux de terrain et il est coté aux alentours de 60 millions d'euros sur Transfermarkt.
Transfermarkt. Il lui restera 1 an de contrat seulement, donc je pense qu'on pourra le choper pour moi, pour densifier ce milieu de terrain et pour concurrencer Danilo Pereira, que j'installerai personnellement dans ce milieu à 3. Je me prendrai Sofiane Amrabat de la Fiorentina, lui aussi qui est en fin de contrat en juin 2024 si je me trompe pas. C'est un joueur que j'avais découvert, pour être honnête, en 2018 en Coupe du Monde avec le Maroc. Je l'avais trouvé super intéressant, mais sans plus, je me disais qu'il y avait quand même 2 joueurs un petit peu meilleurs sur le marché. Vient donc cette Coupe du Monde 2022 qui est celle de la confirmation, de la montée même en puissance de l'international marocain. On a beaucoup parlé de Ounahi, de Ziyech et de Hakimi, de Bounou, et juste titre, parce qu'ils étaient tous super forts. Mais à mon goût, Sofiane Amrabat est passé vraiment à travers les mailles du filet dans les compliments, et on l'oubliait systématiquement, alors que pour moi, tu l'enlèves de l'équipe marocaine qui est allée en demi-finale de la Coupe du Monde, c'est plus la même équipe. C'était vraiment une pièce maîtresse de cette équipe lors de cette dernière Coupe du Monde. J'aimerais qu'on le prenne puisque lui a ce profil de milieu de terrain très complet. Il est combatif, travailleur dans l'autre jeu. Il sait aussi se servir de ses pieds non plus, c'est pas non plus une vieille sentinelle au pied carré. Il me fait vraiment penser à Casemiro, donc il a cette versatilité qui je pense devra plaire à Zinedine Zidane qui admire énormément ce type de milieu de terrain. Et on termine en beauté avec le secteur de jeu où il y aura, je pense, le plus de débats dans les commentaires, c'est la ligne d'attaque. Parce que pour moi, c'est là où il doit avoir le plus de ménage à faire. Nous avons donc Léo Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Hugo Ekitike, Ilyes Ousni et Ismaël Garbi. Et aussi accessoirement le Kurzawa allemand qui reviendra de son prêt en provenance du Benfica Lisbonne. On commence avec ceux que j'aimerais dégager. Le premier, vous y attendez tous et je n'ai toujours pas changé mon avis là-dessus, c'est Neymar. C'est pour moi, et je le pensais depuis bien longtemps, même Daniel Reolo l'a confirmé dans l'Afterfoot récemment, il y a quelques semaines, qu'en termes d'indemnité de transfert, qu'en termes de salaire, qu'en termes d'attente et au niveau des prestations rendues dans les grands rendez-vous, là on l'attend, c'est le plus gros flop de l'histoire du football. En tout cas, selon moi, c'est sûrement un des plus gros flops de l'histoire du Paris Saint-Germain en termes d'attente. On s'en souvient, son arrivée, tout le monde était sur un nuage, et même moi, et tout le monde était encore très heureux à cette époque-là. D'ailleurs, est-ce qu'on peut encore considérer Neymar comme un footballeur professionnel quand on voit sa condition physique, quand on voit le peu de matchs qu'il arrive à enchaîner et aussi le niveau qu'il affiche dans des grosses rencontres hyper importantes de Ligue des Champions? Moi, je trouve ça juste hallucinant. Je vais pas m'éterniser sur son cas. Vous avez ma vidéo que j'ai faite sur lui, que je vous ai mise aussi en barre de description. Vous pouvez la regarder si vous le souhaitez. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'était mercato parfait, voire bien accompli que j'essaie de faire, mais je veux que mon mercato paraisse quand même assez réaliste. Je ne vais pas vous donner des noms pour vous donner des noms, non, ce sont des vraies opportunités de marché qu'aura le club de la capitale française à l'été prochain. Et en ce qui concerne Neymar da Silva, je pense qu'à l'heure actuelle, il est vraiment invendable. Il a un contrat qui court jusqu'en 2027 et je suis certain qu'avec ce salaire-là et qu'avec ce niveau de confort-là, qu'il s'y accrochera jusqu'au bout du bout. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai Neymar comme Marco Verratti à la place qu'il mérite, c'est-à-dire sur le banc. Et je vais lui chercher une véritable concurrence, voire un joueur meilleur que lui à l'heure actuelle, et c'est pas ce qui manque, je vous donnerai son nom plus tard. Le second que j'aimerais faire partir, et là ça va vraiment faire grincer des dents, mais c'est pas grave encore une fois les amis, c'est Léo Messi. Au final c'était une très grosse déception. Léo Messi c'est un très grand champion, immense joueur, c'est pour moi le meilleur joueur de tous les temps, il n'y a pas à tortiller des fesses, il n'y a pas à chier, il était juste exceptionnel, il a absolument tout gagné, il a marqué les esprits, bref, mais ça c'était avant qu'il soit arrivé au PSG. Mais depuis que l'Argentin débarquait dans la capitale, je ne vois toujours pas un très grand Messi, je vois un bon Messi de manière encore une fois très sporadique, mais toujours pas le Messi du Barça ou même celui de la dernière Coupe du Monde. Il y a eu certes sa bonne première partie de saison, et encore je dis bonne, mais encore une fois dans les grosses confrontations, il a été encore une fois inexistant. Le premier match face à Marseille au Parc, inexistant. Les 2 matchs face à la Juve, inexistant. Face au Benfica, les 2 matchs, inexistant malgré son but exceptionnel à l'aller. Et même face au Maccabi Haïfa à l'aller, je pourrais en citer d'autres des matchs. Et franchement, il y a aussi une chose sur laquelle j'aimerais revenir, mais c'est son activité sur le terrain. Moi je suis désolé les amis, mais je trouve ça juste scandaleux de autant peu courir. Alors on me dit souvent, j'entends souvent des mecs me dire oui mais au Barça c'était la même chose, il faisait pas vraiment d'efforts défensifs, c'est pour s'économiser, je l'ai même dit dans une vidéo, sur les quelques actions qu'il aura. Mais moi personnellement je m'en fiche de ce qu'il faisait au Barça, et en tant que supporter parisien, moi ce que je regarde c'est ce qu'il fait au Paris Saint-Germain, et l'attitude qu'il affiche dans tous les matchs depuis qu'il est là, c'est juste honteux. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec ce Messi là, c'est pas le Messi que j'ai eu l'habitude de voir durant toute sa carrière. Donc moi personnellement j'en veux pas, je veux pas qu'on le prolonge. Merci pour tout Léo, ou pour rien d'ailleurs, et au revoir.
Kylian Mbappé, en ce qui concerne Kiki, bien évidemment que je garde. Il y a encore des infos de sortie il y a quelques jours dans le Parisien, comme quoi le PSG veut vraiment bâtir son équipe autour de lui, jouer pour lui, un peu comme ce que faisait le Real pour CR7 à l'époque, ou même le Barça avec Léo Messi à l'époque. Je trouve ça on ne peut plus logique, vu la mentalité, le professionnalisme et le niveau qu'affiche le bonhomme année après année. Je pense que lui est légitime pour être le joueur phare de ce nouveau projet. Il ne cesse de progresser, je pense qu'il n'est même pas arrivé à son prime. Je lui donnerai le brassard de capitaine après le départ que j'espère de Marquinhos. Si vous voulez savoir pourquoi, vous n'avez qu'à regarder la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Vous le trouverez encore une fois sur ma chaîne YouTube. Il est pour moi actuellement, je n'ai pas peur de le dire, le meilleur joueur du monde. Voilà, je ne vais pas m'éterniser sur lui, ça me semble assez inutile. En ce qui concerne Hugo Ekitike, alors j'en attendais vraiment pas grand chose à son arrivée, j'avais déjà trouvé le prix vraiment très onéreux par rapport à ce qu'il avait montré avant. Alors ok, c'est bien beau, il avait mis la magnifique bagatelle de 15 buts en Ligue 1 en 23 matchs seulement, c'était excellent pour un jeune qui effectuait sa première saison dans l'élite, mais à quel moment Luis Campos s'est dit qu'il fallait poser 35 millions d'euros pour les débaucher du stade de Reims? C'est juste de la pure folie. Il n'a pas fait 1 an ou 2 ans, ou allez 8 mois ou 9 mois dans le monde du football professionnel, mais seulement 6 mois, et le mec vaut déjà plus qu'un Renato Sanchez ou qu'un Ordi Mukele, à qui est resté, vous allez me dire, seulement 1 an de contrat, et ça c'est vrai. C'était juste pour moi un énorme accident de parcours, je l'espère en tout cas, sinon ce serait très grave de la part de nos dirigeants. Et personnellement, ce que je ferais, moi, c'est que je le prêterais à un club un petit peu moins huppé de Ligue 1, ou même à un très gros club de Ligue 2, pour qu'il aille se refaire un petit peu la cerise. En ce qui concerne Garbi et Ousni, je garde les deux dans la rotation. Je trouve ça juste dingue qu'avec un tel réservoir de talent qu'on a pris qu'on a dans la région Île-de-France, qu'on fasse pas un petit peu plus confiance aux jeunes de la formation. Alors tout d'abord, il faut que vous sachiez les amis que Zinedine Zidane est lui vraiment pas très fan de faire jouer des jeunes. Il ne leur a jamais vraiment donné du temps de jeu quand il était au Real Madrid. On s'en rappelle tous, je pense, de sa déclaration après l'excellent prêt de Martin Odegaard à la Real Sociedad, où il avait clairement dit qu'il comptait sur lui cette saison. Au final, il n'a même pas vu la lumière du banc de touche, le pauvre. Voilà, donc j'ai vraiment peur qu'il ne les fasse vraiment pas jouer, mais je pense que notre Zizou national est quand même quelqu'un de très intelligent. Il n'a pas gagné 3 Ligues des Champions pour rien, et je pense qu'il saura les intégrer dans l'effectif progressivement. On l'a même vu qu'il a très bien su le faire avec Federico Valverde, qui a par la suite littéralement explosé. Reste plus qu'à vous donner les noms que j'aimerais chercher pour compléter l'attaque aux côtés de Kylian. Le premier que j'irai chercher est Youssef En-Nesyri, un avant-centre marocain de 25 ans, évoluant actuellement du côté du FC Séville. Personnellement, c'est un joueur que j'ai toujours très beaucoup apprécié, avec une mentalité irréprochable, très combative. C'est un vrai guerrier sur le terrain, c'est un joueur qui ne doute jamais de rien, qui ne lâche jamais rien. Il a eu 1 ou 2 saisons et demie assez compliquées sur le plan individuel de côté de Séville, mais là il s'est très bien relancé avec 12 buts, toutes compétitions confondues à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est surtout après le mondial qu'il s'est vraiment superbement relancé. Je pense qu'en changeant de club, il pourrait encore plus faire évoluer son jeu et vraiment devenir une référence pour le football africain pour les 10 prochaines années sans problème. Sa valeur marchande est néanmoins à seulement 15 millions d'euros sur le Transfermarkt. Il est sous contrat avec le club andalou jusqu'au 30 juin 2025. Allez, je vois large, disons que si le club parisien se décide de mettre entre 35 et 45 millions d'euros, je pense pas que Séville refuserait. Ça serait mon attaquant de pointe titulaire. On n'a jamais su remplacer Cavani pour ma part depuis son départ, et je trouve qu'avec un En-Nesyri, qu'on est dans le même profil, et je mettrai donc Kylian Mbappé dans sa meilleure position dans laquelle il brille toujours avec l'équipe de France, surtout lors de la dernière Coupe du Monde, qui est le côté gauche. Pour compléter cette attaque, je recruterai un joueur en peine du côté de Manchester United, puisqu'il est actuellement remplaçant, mais bon, on ne sait pas si Ten Hag pourrait l'intégrer, mais je parle bien évidemment donc de Jadon Sancho. Alors ce que je ferai, c'est que je le prêterai personnellement avec un option d'achat, puisque je doute que l'on soit épargné du fair play financier par la suite. Je pense que se partager le salaire de manière équitable serait une bonne chose pour les deux clubs, qui sont tous les deux quand même assez fortunés, et je pense qu'avec un nouvel entraîneur, un nouvel environnement, une nouvelle tactique, il y aurait vraiment moyen de relancer l'international anglais. Je pense que Sancho est ce genre de joueur qui marche à la confiance, mais aussi à l'autorité. Il faut lui imposer un cadre, lui donner des responsabilités, mais pas trop. Tout ça pour qu'il soit dans les meilleures conditions pour réussir. L'entraîneur suisse Lucien Favre avait très bien réussi cela du côté de Dortmund, et on a vu ce que ça a donné. Sancho avait littéralement explosé sous ses ordres et était le meilleur joueur de Bundesliga jusqu'à ce qu'il parte pour la somme astronomique de 80 millions d'euros du côté de Manchester United à l'été 2021. Pour apporter une variété tactique
tactique, mais aussi pour faire souffler, faut pas déconner, de temps en temps, Youssef En-Nesyri ou même Kylian Mbappé de temps en temps, je recruterai Marcus Thuram qui sera libre de tout contrat cet été. Je pense qu'il faut absolument sauter sur l'occasion et le prendre librement avec une bonne prime à la signature serait une excellente idée. Il connaît la Ligue 1 et jouait à l'époque à Guingamp et serait, je pense, un excellent joueur de complément pour cette équipe du PSG qui manque de niveau et de profondeur devant. Il a même su endosser ce rôle à la perfection avec l'équipe de France lors de la dernière Coupe du Monde. On se rappelle tous de ses rentrées contre le Maroc ou même l'Argentine. Il peut prendre le dessus sur n'importe quelle défense avec son physique et on le sait qu'en Ligue 1 c'est important. Donc je pense que ça serait un excellent renfort pour le club parisien pour cet été. Mais faut pas déconner, on va pas faire toute la saison non plus avec Marcus Thuram, Egarbi et Ousni en stock. Je vais donc ramener une concurrence de taille à Sancho et Mbappé et je pense que c'est le moment idéal pour appeler Xavi Simons que je reprendrai dans l'équipe du PSG. Je lève donc la clause de rachat de l'international néerlandais qui est de 4 millions d'euros ou de 12 millions d'euros, je crois. Dites-moi si c'est vrai en commentaire ou pas les amis. Alors cette saison il a littéralement explosé dans le championnat néerlandais. Il a été l'auteur de 11 buts et de 5 passes décisives en championnat et 14 au total. C'est juste un total impressionnant pour une première saison dans l'élite. Dans ce club, on a un sérieux problème avec les jeunes joueurs, je sais pas c'est quoi, mais l'année dernière, pour les plus anciens de la chaîne, vous vous en souvenez tous, je pense, de mon énième coup de gueule envers Mauricio Pochettino, où je m'étais emporté en me disant pourquoi, alors que le championnat était gagné, tu ne fais pas un peu plus jouer les jeunes joueurs. Et à l'heure actuelle, je maintiens la même position vers lui. Il a tout simplement stoppé sa progression à Xavi Simons au pire des moments. Voici donc les amis comment s'articulerait mon attaque, pas mal non? Enfin mon attaque, ma compo, pas mal non? Ça va pas forcément vendre beaucoup de maillots certes, mais ça va se bagarrer sur le terrain pour représenter au mieux le blason parisien pour qu'on se sente au moins respecté, ce qui n'a vraiment pas été le cas ces dernières années. Ça a été un énorme plaisir pour ma part de faire cette vidéo les amis et de vous partager mon avis sur ça. J'espère en tout cas que cela vous a plu les amis, si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à le faire savoir à l'aide d'un petit pouce bleu, ça m'aiderait grandement à faire grandir cette chaîne. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, je suis impatient de lire ça et d'en débattre avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez de ce style de vidéo aussi qui est une grande première sur cette chaîne. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et à la semaine prochaine ou plutôt que ça pour une nouvelle vidéo les amis.